c'est toi le chef ce soir, Nicolas. Oh non, j'aime. On est sur Non, le non, terrain, là. parce qu'en Pression. plus, j'étais parti sur un truc débile en inscrivant ce thème quand on a dressé la liste initiale, en sous-titrant Il était où le Yuki. C'est-à-dire où sont la R et la VR quoi, en ce moment surtout. Mais finalement, on voit que ça bouge, quoi, que le Yuki remue la queue. Mais écoute, si tu le dis. Puis, alors, t'as vu si je l'anime comme ça, le truc. Et puis surtout, on a perdu les moins de 50 ans là, avec vos histoires de Yuki. Oui. Ouais, non, oh, tu me traites de vieux. Ok, on va démarrer en espérant que Grégory soit parmi nous. Et justement, là, on a plein de personnes qui sont plus que bien placées pour nous parler à la fois d'AR et de VR. On peut faire plein de choses dans les quelques 20 minutes. C'est faire un petit point d'étape sur justement où on en est la R et la VR au regard des événements qui sont les nôtres aujourd'hui. Quelle place occupe la R et la VR par exemple dans les entreprises candidates à offrir de l'accompagnement du logiciel Cherche si tu veux Grégory, bien. il est en bas à droite, là. Ça y est, Grégory est parmi nous. Ouais, génial. Salut Grégory. C'est Anne-Sophie, si tu veux bien prendre le micro, puis après le passer à quelqu'un, tu désignes un volontaire à chaque fois. J'allais dire, qu'on voit le plus se développer aujourd'hui, il y a pas mal de choses autour de la collaboration, le fait de pouvoir collaborer à distance. J'allais dire, même avant même de zoomer sur notre sujet plus particulier qui est celui de la formation, ce qu'on voit le plus, c'est ça, le caractère utile de pouvoir en fait collaborer sans se voir, mais tout en se touchant et en étant quasiment physiquement dans le même espace, et c'est ça qu'on voit le plus se développer. Il y a une grosse levée de fonds aussi hier, assez énorme, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 millions de 30, voilà, de StriVR, qui est le leader en fait de la réalité virtuelle aux États-Unis et puis du coup dans le monde. Pour aider les gens aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, on peut dire il est où le Yuki donc, en revanche, je pense que c'est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens, qui est plutôt favorable à l'émergence de l'utilisation de la VR à grande échelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, c'est une période un peu compliquée en ce moment. Alors, moi, je travaille dans une école d'ingénieurs, une école d'application, et on a cherché un moyen de mettre à disposition des expériences VR à nos apprenants, même s'ils sont confinés chez eux. Et on a développé là récemment un module pour remplacer finalement une semaine que normalement on fait sur le terrain, c'est-à-dire qu'on envoie nos étudiants dans une raffinerie ou sur un site industriel, pétrochimique ou autre, pour étudier des équipements industriels, tous différents les uns des autres. Et là, malheureusement, à cause du confinement, on n'a pas pu organiser cette semaine. Et donc, on a développé un petit parcours on va dire en distanciel, en intégrant de la VR à l'intérieur. Donc, on utilisait principalement, nous, la VR en présentiel, c'est-à-dire qu'on mettait à disposition des casques de réalité virtuelle pour nos étudiants, on implémentait tout ça dans nos déroulés pédagogiques, et voilà, il y avait une vraie logique. Et là, on s'est vraiment posé la question de comment capitaliser sur ces expériences qu'on a déjà développées pour pouvoir finalement les mettre à disposition de nos apprenants qui sont chez eux, confinés. Voilà, donc on a développé on va dire retravaillé des petits modules. On a l'avantage de travailler sur un logiciel auteur que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Sphere. Sinon, on a trouvé le Yuki, il est sur l'étagère derrière Clément. Bien vu, c'était mon poisson d'avril, bravo Nicolas, félicitations. Donc on a retravaillé toutes les expériences qu'on avait pu produire, enfin certaines en tout cas. On a refait un déroulé pédagogique qui va bien, et on a intégré tout ça dans du on va dire, distanciel e-learning, entre guillemets, avec un petit storytelling assez marrant pour essayer de motiver et puis avoir de l'engagement de la part de nos étudiants qui, eux aussi, sont coincés chez eux et ne sont pas dans les meilleures conditions, on va dire, pour apprendre. Alors, on leur donne au début d'année des espèces de petits cardboards pour qu'ils puissent glisser à l'intérieur. Alors, on n'est pas au niveau optimal, on va dire, d'immersion avec ça, mais ça permet déjà de se balader dans l'univers industriel et puis de pouvoir interagir avec l'environnement. On leur a pas encore acheté des Oculus à tous parce qu'il y a des promos de 50 ou 60 personnes, ça commence à faire des gros investissements. Certains en ont, donc ils peuvent utiliser leur casque à eux perso. Et ceux qui veulent peuvent aussi le faire depuis directement leur ordinateur via un URL qu'on envoie directement aux étudiants. Je pense que vous en avez parlé dans un précédent épisode, mais il y a aussi pas mal de conférences qui ont été annulées à cause du virus, qui se sont faites en dématérialisé.
Et donc là aussi, il y a pas mal de choses à faire. Il y a un grand organisateur américain qui s'appelle O'Willy. Mais là, on le voit justement, enfin, à la faveur de quelques-uns des témoignages, Nicolas aussi pourrait en témoigner, il y a pas mal d'initiatives, ne serait-ce que via des outils comme Engage, si je ne dis pas de bêtises, qui permettent de se réunir, d'échanger. On aurait presque pu avoir, mais je dois peut-être en conclure que ça ne fonctionne pas encore correctement, parce que c'est tout neuf et tout récent, si je ne dis pas de sottises, mais on aurait eu la possibilité d'avoir quelqu'un aussi en réalité virtuelle dans la conférence qui est la nôtre, là, en ce moment même. Grégory, tu n'as pas réussi à installer l'ensemble du dispositif? Tout n'est pas mûr, on va le dire. Ils sont encore en train de développer les choses, mais on voit aussi il y a tout plein de trucs et il faut trouver maintenant des ponts pour que, par exemple, moi, avec ma caméra, là, j'apparaisse dans un univers virtuel et je puisse petit à petit, les éditeurs c'était pas leur priorité, on va dire, jusqu'à maintenant. Après, il faut les comprendre, hein, ils sont en train de développer plein de choses à la fois. Engage, ils sont en développement. Alspace VR, depuis ils ont été rachetés par Microsoft, ils sont en développement. VRChat sont en développement. Et puis, on ne parle pas de High Fidelity, Second Life qui n'est pas mort, Sansar, etc. Spaces, je l'ai testé et installé. Et effectivement, je me suis posé la question de l'utiliser ce soir pendant cette conférence. En fait, où je suis d'accord avec Grégory, le produit n'est pas tout à fait mûr, mais en soi, ce n'est pas un sujet. Ce qui est intéressant, c'est la voie qui est prise et les perspectives que ça outre. Et je trouve que Spaces s'est monté à l'envers. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, cette application permettrait de vous rejoindre, vous qui êtes tous en Zoom, et de le faire en étant en réalité virtuelle, ce qui a priori ne présente aucun intérêt. Parce que à part de faire quelque chose de rigolo, ça n'apporte aucune… Du tableau blanc. Oui, sauf que dans la vraie vie, écrire avec un contrôleur de réalité virtuelle dans la main ou même avec un hand tracking et avoir une écriture qui soit qualitative, c'est pas encore très satisfaisant. On arrive à gribouiller, mais on ne peut pas écrire. Et quand je disais que c'est monté à l'envers, c'est qu'il faudrait pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire que des gens qui sont en Zoom puissent venir rejoindre des gens qui travaillent en réalité virtuelle, où cette fois-ci, la proximité, l'interaction et les possibilités qui sont ouvertes par les capacités immersives et entre autres ce sentiment de présence soient partagées avec des gens qui ne sont pas encore équipés. Donc pour répondre à ta question initiale, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de la réalité virtuelle dans cette situation? Eh bien, pas grand-chose parce que les gens ne sont pas équipés, ne connaissent pas les technologies, enfin les usages sont absolument émergents. Et ce que tu décris, c'est un peu la promesse de l'holographie, c'est-à-dire la possibilité effectivement d'avoir une capture volumétrique d'un individu et de projeter cette capture volumétrique dans d'autres environnements où d'autres personnes sont elles aussi capturées de manière volumétrique, c'est-à-dire tridimensionnelle en profondeur et donc en volume, donc avec un niveau de crédibilité et de réalisme intéressant, et qui permet une collaboration. À ma connaissance, on est plutôt sur des technologies qui sont expérimentales, avec des périphériques qui sont relativement onéreux. Et ce que j'ai vu de plus abouti comme situation de réalité mixte, c'est ce à quoi faisait référence Grégory. C'est le casque de Varjo que j'ai essayé, le XR1, qui pour le coup est un casque qui coûte 10 000 € et qui permet effectivement d'avoir une incarnation du virtuel dans le réel et vice-versa, avec un niveau de qualité qui est phénoménal. On a parlé de collaboration tout à l'heure, on a beaucoup cité cette expression et c'est vrai que ces technologies sont évidemment faites pour ça. Pour avoir fait quelques expériences avec plusieurs clients, je trouve que la maturité et la compréhension qu'en ont nos clients, elle est à l'image de leur maturité en digital. C'est-à-dire qu'on va avoir des clients qui vont être très matures sur, on fait plutôt de la VR, et qui vont savoir nous demander de l'utiliser à bon escient. Donc, on bataille contre ce qui est visite virtuelle parce que ce n'est pas de la formation. C'est certes un outil de VR, mais ce n'est pas de la formation. On bataille beaucoup avec eux pour ne pas faire du e-learning en VR et donc gadgetiser la VR, ce qui nous horripile au plus haut point. Et c'est vraiment, je trouve, un combat de tous les jours quand on est en phase de conception. Et ça, franchement, on le retrouve quasiment avec tous les clients. C'est cette nécessité qu'on a de leur dire, attention, ce n'est pas du e-learning, c'est de la VR. Donc, c'est une autre appréhension de la formation, c'est une autre écriture.
Et parfois, on y arrive et parfois, on a eu, de mon point de vue, des échecs où oui, on a fait des belles expériences en VR, mais pour moi, elles tenaient plus du e-learning en 360 que vraiment une réelle expérience de VR. Moi, je rebondissais tout à l'heure sur le chat, plus sur la partie collaboration, où il y a des initiatives qui ont pu être faites dans des entreprises, mais en fait, ils n'arrivent pas à le déployer parce qu'on n'arrive pas à trouver d'usage. C'est bien d'être avec des avatars dans un même espace, mais ça n'a aucun intérêt en soi pour l'apprentissage ou il faut trouver un usage. Moi, j'avoue qu'une conférence me va très bien en visio. D'être en VR avec un avatar, ça n'apporte rien parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien de plus, alors que même en visio, on arrive à voir l'émotion de l'autre. Et tant qu'on n'arrivera pas à retranscrire ça, ça me paraît compliqué d'être en VR et en collaboration. Après, ça engage que moi aujourd'hui. Il y a un vrai intérêt. Moi, j'utilise dans la boîte de biotech où je suis pour apprendre aux gens à utiliser une machine. Parce que c'est vachement bien, c'est juste vachement bien de pouvoir être devant la machine et d'avoir des séquences qui t'apprennent à la mettre en route, enlever un machin. C'est beaucoup mieux que tout ce qu'on peut tout imaginer, sauf d'avoir quelqu'un qui te forme à côté, bien sûr. Ça, c'est le top, mais un peu cher. On a plutôt coutume de dire qu'il y a un ensemble de technologies, c'est pour ça qu'on ne parle pas de réalité virtuelle, mais de technologie immersive, qu'il y a un ensemble de technologies et que ces technologies doivent être mises en face des besoins et des usages. Et que c'est d'abord le besoin, l'intention pédagogique qui va déterminer quel type de matériel on va utiliser. On constate quoi comme usage dans nos métiers Aurore, Virginie, Anne-Sophie Moi, je veux juste préciser un truc sur l'usage du matériel. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est qu'il n'y ait pas de matériel vraiment pro pour un usage pro et intensif. Bah, c'est un peu ça, mais aussi, moi, je pense qu'il y a aussi un environnement de la formation en entreprise qui n'est pas habitué à gérer aussi du matériel. Et, ça demande une certaine organisation. Tu parlais d'hygiène, oui, il y a de l'installation. Il y en a très peu qui sont vraiment à l'aise déjà avec le digital, donc encore moins avec la réalité virtuelle. Mais nos clients, ils sont habitués à acheter des heures de formation, des sessions de formation. Or là, on leur dit, en fait, ce budget que tu mettais one shot et qui en fait, ta courbe, elle faisait que monter, plus tu faisais de formation, plus ça te coûtait cher mécaniquement. En fait, maintenant, tu vas devoir faire un investissement de départ dans des casques, mais après, au final, comme tu auras moins besoin de temps de formation et de formateurs, en fait, tu vas pouvoir accompagner la montée en puissance en fait, de ce modèle. Il y a de nombreuses années que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, quand les premiers modules e-learning sonorisés étaient déployés, il y avait un budget d'achat de casques pour avoir l'audio. En fait, oui, je me rappelle de ce temps-là, Philippe, où quand en classe virtuelle, il fallait qu'on livre le PC et le casque, il y a 20 ans. Mais finalement, j'espère, et c'est sûrement ce qui va se passer, c'est que maintenant, on ne se pose plus la question du casque. Tout le monde a son petit casque, etc. Et j'imagine que dans quelques années, dans pas si longtemps que ça, ce sera la même chose pour les casques VR, AR. On se posera sûrement plus cette question-là, et tant mieux. On va résoudre le problème matériel, mais est-ce qu'on va résoudre le problème de l'écriture ? Il y a sûrement des gens parmi vous qui sont plus avancés que nous sur l'écriture, mais en tous les cas, c'est un questionnement permanent quand on fait ce travail-là de conception en réalité virtuelle avec nos clients, de se dire, mais est-ce que l'écriture qu'on est en train de mettre en place est la bonne ? Est-ce que la vision qu'on a de la réalité virtuelle est la bonne ? Est-ce qu'elle est suffisamment pertinente et est-ce qu'elle apporte aux apprenants ? Pour rebondir sur le sujet de l'écriture, c'est un problème qu'on rencontre systématiquement, quel que soit le type de formation. Là, récemment, on a travaillé sur une formation avec beaucoup d'interactions pour une école de mécanique, pour des étudiants qui sont assez jeunes, et où on se disait jusqu'où on va. Est-ce qu'on leur dit, tu prends, pour démonter ta roue, tu prends la clé à la molette et tu fais le geste précis. Est-ce que ça va vraiment leur apporter quelque chose ? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de prendre des raccourcis et de simplifier quelques interactions ? Il y a aussi, on fait beaucoup de recherches sur l'UI en VR, comment fonctionnent les interfaces, comment elle va venir se placer pour être lue correctement. Si jamais je suis en train de faire une action, comment je détourne l'attention de l'utilisateur pour qu'il regarde cette interface, etc. Est-ce que le problème de la scénarisation, ce n'est pas la liberté ? C'est-à-dire qu'on est habitué en scénarisation pédagogique à faire des choses guidées. Donc, ça veut dire qu'on envoie les gens sur un chemin, celui de la réussite.
Et l'apprentissage, c'est faire des erreurs. Quand on a les libertés de faire des erreurs, enfin, pour une chose réussie, il y a 9 erreurs possibles. Donc, quand on scénarise avec cette liberté, c'est plus un scénario qu'on fait, c'est 10. Le scénario qui marche et les 9 scénarios avec les erreurs. C'est pas une question est-ce qu'en tant que scénariste, on n'est pas perdu avec cette liberté et est-ce qu'on n'est pas submergé par la quantité de travail si on veut gérer correctement cette liberté? Et l'ajustement aussi en termes de tracking, puisque on délinéarise, bah, comment on mesure? Alors, nous, on a lancé une expérience, enfin un module qui est justement qui a demandé énormément de boulot parce que justement cet aspect de liberté, il a engendré enfin, un nombre de scénarios assez incroyable. C'était pour un cas assez précis qui était de démarrer une pompe industrielle. Donc en gros, c'est de la procédure de 15 étapes réparties dans des blocs et dans chaque bloc, il y a des étapes et les étapes peuvent être faites dans un ordre précis ou non. Donc ça, enfin, c'était un casse-tête monumental. J'ai passé quelques nuits à me tordre le cerveau. Mais en effet, enfin, tout imaginer, ça prend un temps fou. Mais quand on voit le résultat derrière, où on laisse l'apprenant justement se tromper, on a pu, nous, justement, voir le avant-après, c'est-à-dire demander aux étudiants, avant le module en VR, où est-ce qu'ils se situaient, après un cours présentiel assez, on va dire, traditionnel, où est-ce qu'ils se situaient par rapport au démarrage d'une procédure, enfin, au démarrage d'une pompe, pardon. Bon, les résultats étaient assez moyens. On les a mis dans le casque, on les a laissés se tromper, on les a laissés faire, essayer d'aller jusqu'au bout. Et ensuite, on a réévalué juste après et on a réévalué une semaine après. Et les résultats, pour le coup, ils sont assez impressionnants. Olivier, que vous connaissez très bien, il a récupéré ses étudiants sur le terrain à la raffinerie où là, ils étaient vraiment en situation de travail et où ils devaient démarrer une pompe. Bon, bah, voilà, ses commentaires, ils étaient assez dithyrambiques sur le fait que bah, si on compare aux années précédentes, un démarrage de pompe, là, il a passé une demi-heure alors que d'habitude. Le tracking, c'est ce sur quoi on travaille avec Anne-Sophie. Donc, c'est vraiment un des enjeux de la VR parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être traquées. Il faut savoir quoi traquer, qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce que ça apporte derrière comme métrique. Donc, c'est vrai que c'est un des gros enjeux. C'est un travail qui nous prend du temps et surtout, comment on fait pour que ce soit homogène entre toutes les expériences. Parce que c'est bien de traquer sur une expérience, mais si on veut le mettre à l'échelle d'une plus globale ou avec d'autres expériences et faire vraiment des comparatifs, eh ben, il faut quelque chose d'inscrit, de normé, etc. Donc ça, c'est un des gros sujets sur lequel on travaille, et tu le sais Clément. Donc oui, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et hyper complexe. Est-ce que c'est parce que l'expérience était mal faite? Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses derrière. Et derrière tout ça, il faut faire un tri pour savoir si c'est l'usage, si c'est l'apprentissage. Enfin, voilà, il y a un gros travail. Et aujourd'hui, on n'a pas ça effectivement sur les expériences en VR. Ça, c'est hyper compliqué aussi parce que ça veut dire que il faut parler un autre glossaire, enfin une autre langue que celle qui est appliquée sur des contenus de e-learning ou de présentiel. Parce que finalement, même le e-learning, il a été beaucoup défini par rapport à l'existant qui était le présentiel, quoi, en fait. Témoignage. Peut-être que, allez, juste pour conclure un petit peu, on a quand même des observateurs avec nos amis, les Philippe, de ce qui se pratique dans un très grand nombre d'entreprises. Ça aurait dû ressembler à quoi, la Val Virtual, cette année? En répartition, ne serait-ce que par exemple AR, VR, mais aussi acteurs, technologie. Alors, pour être très synthétique, c'était comme l'année dernière, mais en mieux. Non, pour répondre à ta question, tu disais qu'est-ce qu'on observe. En fait, depuis longtemps, on a dans les gens qui viennent pitcher, dans nos événements, etc., ce qu'on fait intervenir, on a des acteurs qui sont là depuis quelques années, comme vous, avec Sphere, etc., ou Uptail. Et puis, on voit des petits nouveaux quand même. Il y a Pitch Boy, par exemple. Oui, nous, on considère avec Philippe qu'il y a effectivement deux vraies ruptures dans la formation digitale, c'est le mobile et c'est XRVR. Donc ça, c'est vraiment deux lames de fond qui changent le rapport à la formation de façon assez fondamentale. Après, notre vieille expérience, nos cheveux gris, enfin Philippe il est blond, mais moi ils sont vraiment gris maintenant, et notre vieille barbe nous donne un peu de recul sur ce qu'est le temps long en matière d'appropriation de l'innovation en formation. Donc on comprend l'impatience, mais il faut avoir de la patience.
Et ce qui est sûr, c'est que ces technologies-là, elles vont percer dans le domaine de la formation. Elles ne peuvent que percer parce qu'elles rendent vraiment des services qui n'existent pas aujourd'hui. Elles ne sont pas nécessairement de la substitution, mais elles sont vraiment de la complémentarité certainement. Et donc, il y a tout un pan de l'économie de la formation qui basculera vers ça. Par contre, effectivement, il faut des usages et peut-être qu'il faut aussi se féliciter du fait que ça vienne du domaine de l'industrie parce que les usages ailleurs que dans la formation permettent ensuite à la formation d'accéder à ça. Pour reprendre un vieux machin, si on n'avait pas eu l'explosion du PC pour faire de la compta ou du traitement de texte ou de l'Excel, on n'aurait jamais fait d'enseignement assisté par ordinateur. Il y a une petite phrase que j'aime bien et en plus je trouve qu'elle donne à réfléchir, qui est la suivante, qui dit « Le virtuel permet d'augmenter une réalité tant qu'il ne frôle pas le mensonge ». Je trouve que voilà, ça donne à réfléchir aussi sur la conception pédagogique et où est-ce qu'on met le curseur, la barre dans ce qu'on imagine pour nos apprenants. Bye bye à tous. Merci les amis. Salut. Bye bye, Au revoir, bonsoir. bonne soirée. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Merci pour tout. Bye.